lever les yeux. Françoise, Françoise, si tu me regardes avec ce grand sourire, le sourire de l'élu qui a envie. Voilà. Merci Françoise. Bien sûr qu'elle a envie. Alors, je commencerai par vous faire part de l'ensemble des pouvoirs qui sont donnés. Donc, Isabelle Méraud a donné le pouvoir à Philippe Descudel, Alain Guillaume a donné le pouvoir à Raphaël Joanneau. Non, c'est l'inverse. Ah oui, pardon, oui, Wow. Sandrine Bartoli a donné le pouvoir à Félix Tacono. Et c'est tout. Bien. Vous avez reçu, donc, vous avez reçu l'ordre du jour du conseil municipal, ainsi que, dans ce cadre-là, les pièces jointes, et notamment le procès-verbal de la séance du 24 mars 2025. Est-ce que vous avez des commentaires à effectuer ou est-il vous convient? Parfait. Je vous propose donc de l'approuver. Merci beaucoup. Nous allons commencer donc la liste des délibérations de ce présent conseil municipal avec le rapport d'activité 2024 de la communauté de communes des Coteaux Bordelais. Il est nécessaire de vous présenter ce rapport pour que vous puissiez juger de l'activité et des actions de notre communauté de communes sur le territoire. Donc, je vous propose d'en établir quelques éléments très rapides, tels qu'ils sont. Ça arrive dans quelques secondes. Ah, pardon. Ah, bah alors, on regarde dessus. Ouais, c'est bon. Donc, vous avez, dans ce tableau, vous avez l'ensemble des dotations dont bénéficie la communauté de communes, dotations et également, l'ensemble des dotations dont bénéficie la communauté de communes, ce qui nous amène pour l'année 2024 à un total de 714 295 en termes de recettes. Pour ce qui est de la fiscalité que perçoit la CDC, vous avez les composés en fiscalité due par les entreprises, par les ménages. Également la compensation. Alors la compensation, je ne rentre pas dans les détails de cette compensation. Vous voyez qu'elle a très nettement augmenté en 2021. Il s'agit de la compensation de l'État suite à la disparition de la taxe d'habitation ainsi que de la taxe aux entreprises, notamment la CVAE. Donc l'État compense par divers biais et c'est ce qui explique que cette compensation est très nettement augmentée ces dernières années. Vous avez là aussi, tout comme on avait le FNP tout à l'heure, vous avez le FNGIR qui est une dotation de compensation et de solidarité, c'est de l'argent que nous restituons de façon à ce que l'ensemble des EPCI aient des dotations équitables, quelles que soient les ressources propres de leur territoire. Ce qui nous amène à une fiscalité globale de 7 124 441 €, donc versée à la CDC pour le budget 2022. Le budget, c'est le réalisé 2024. Merci. Donc, alors là, je pense que ce camembert, moi je crois, désolé, on peut peut-être directement au fonctionnement. Vous n'avez pas de fonctionnement. Alors, le fonctionnement, ça va. Le fonctionnement s'établit pour l'année 2024 à un total de un résultat de clôture de 3 314 000 € en fonctionnement et un résultat de clôture en investissement à 4 465 000 €, soit pour l'ensemble un excédent, enfin un résultat de clôture qui s'établit à quasiment 7 800 000 €. Cela s'explique par des travaux qui sont en cours mais qui ne sont pas encore complètement réalisés et notamment des travaux
qui concerne le plan vélo, vous savez, le vaste plan vélo qui aujourd'hui est estimé à 10 millions sur la communauté de communes. Donc il y a des travaux qui sont faits au titre de la communauté de communes, parce que sur ou des voiries ou du foncier de notre CDC. Et puis, la communauté de communes, par appel à projet, accompagne l'ensemble des communes du territoire à hauteur de 50% du reste à charge pour tout ce qui est travaux relatifs au plan vélo. Ce qui est pour nous une source de recettes et de garantie de pouvoir effectuer nos projets de façon à mailler notre territoire en mobilité douce. Donc, c'est pour partie ce qui explique, je dirais, cet excédent, mais que nous mobilisons au fur et à mesure pour les travaux sur la communauté de communes. Et puis, le deuxième grand projet concerne le centre aéré de la Séguini, l'ALSH, l'accueil de loisirs, donc au sein de la Séguini, qui est un projet aujourd'hui global de 10 millions avec quasiment 8 millions de travaux prévus. Ce projet est en cours. Les travaux vont très très vite commencer, donc le gros des dépenses et des facturations va venir dans les toutes prochaines années. Ce qui explique effectivement que la collectivité ait besoin de mobiliser les fonds que vous voyez aujourd'hui en clôture de l'exercice. Il y a également des travaux engagés ou que l'on pense engager en 2024 et qui n'ont pas été réalisés. Je pourrais vous parler, alors à ce titre-là, des travaux qui concernent par exemple la zone d'activité. Nous avions prévu d'engager 300 000 € de travaux au titre de la zone d'activité que nous n'avons pas engagé au titre de l'investissement en 2024, que nous proportionnerons sur les années qui viennent. Donc c'est une somme assez importante. Sur l'équipement du siège, vous savez que nous sommes en train de faire une extension du siège de la communauté de communes, puisque nous avons besoin d'accueillir de plus en plus d'agents de façon à pouvoir mener à bien l'ensemble des missions relatives à nos compétences. Nous avons pour l'équipement du siège un budget de quasiment 1 million, et en 2024, nous avons réalisé 121 000 au retard de démarrage de travaux, mais qui sera bien entendu compensé très rapidement sur 2026. Enfin, je veux dire qui trouvera son terme en 2026. Également, sur les voiries communautaires, nous avions mis au budget 837 000 €, nous avons réalisé 400 000 €. Ce ne sont pas des travaux qui ne seront pas réalisés, ce sont juste des travaux qui sont décalés pour diverses raisons. Voilà, dans les grands événements, les grands faits de 2024, c'est notamment ce qui explique l'excédent, le résultat de clôture que nous avons sur 2024. Je suis allée un petit peu vite, néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des commentaires pour les élus communautaires qui sont avec moi au conseil communautaire, n'hésitez pas à rajouter des éléments si vous le souhaitez. Non? Tout est OK? Je vous propose de passer au vote à l'approbation de ce rapport. C'est juste une présentation. OK, pas de souci. Alors, la deuxième délibération concerne toujours le fonctionnement de la CDC au sens large, puisqu'il s'agit de mettre en place un accord local de répartition des sièges au sein du conseil communautaire. Bonsoir, alors, je reprends. Le conseil communautaire, compte tenu de la taille de notre commune, jusque-là, de droit commun, notre conseil communautaire était constitué de 26 sièges. Vous avez la décomposition de ces 26 sièges, pardon. J'ai du mal un peu. Alors, ces 26 sièges, vous voyez, je vais directement aller au vif du sujet, exactement. Voyons qui fait partie de notre communauté de communes ne disposait pas, jusque-là, du fait de sa taille, de son nombre d'habitants, ne disposait pas d'élus communautaires. Pour des questions d'égalité et de représentativité au sein de l'organe délibérant, nous avions décidé
cela date d'avant notre mandat, mais nous y avons souscrit pleinement. Croignon bénéficiait d'un siège qui lui avait été octroyé. Il faut savoir que de droit commun, c'était ce nom de siège et que nous avions la possibilité de faire finalement plus un sur l'ensemble des communes. Nous avions décidé de faire plus un pour Croignon de façon à ce qu'il y ait cette représentativité au sein de l'organe délibérant. Cela a mené Croignon à un siège dont disposaient Bonneton et Camarsac du fait de leur taille de commune, donc de plein droit. Il était nécessaire de maintenir malgré tout cette différenciation entre les communes qui de droit bénéficiaient d'un siège et de celles qui n'en bénéficiaient pas, mais pour lesquelles nous souhaitions leur en faire bénéficier. Donc Croignon, je recommence, Croignon a le plus un. Et donc pour garder cette équité ou ce poids relatif de toutes les communes, nous avions décidé que Bonneton et Camarsac auraient donc, elles également, un siège de plus. Ce qui nous a mené donc à octroyer au total 3 sièges de plus un à Bonneton, plus un à Camarsac, les amenant à 2 et 2, et plus un à Bonneton, l'amenant à 1. Ce qui fait que nous sommes passés de 26 à 29 sièges. C'est la constitution actuelle de notre communauté de communes. Cela étant, notre communauté de communes a grossi. Aujourd'hui, de droit, elle sera constituée, l'organe délibérant sera constitué de 30 représentants qui seront répartis de la façon suivante. Bonneton et Camarsac bénéficiaient déjà d'un siège. La taille de leur commune, leur nombre d'habitants a évolué, mais ils demeurent toujours un siège. Croignon, par contre, a effectivement pris, a de droit maintenant un siège, puisque la commune a, par calcul savant, un siège de droit. Si nous restons dans ces conditions-là, qui fait toute la... là, je vous décris tout le déroulé de la réflexion. Vous constatez que Farmes, Pompignac et Sallebeuf, de par l'accroissement de leur population, ces 3 communes prennent plus un siège. Donc, Croignon, Farmes, Pompignac, Sallebeuf ont plus un, ce qui nous amène donc de 26 à 30, toujours pareil, du droit commun. Si nous maintenons ce nombre de sièges, eh bien, Bonneton et Camarsac, qui jusque-là bénéficiaient de 2 représentants, retombent à 1. Nous leur enlevons une représentativité que ces 2 communes avaient jusqu'à présent. Donc nous avons souhaité leur conserver le nombre d'élus de leur collectivité siégeant au conseil communautaire. Donc toujours plus un et plus un pour Bonneton, plus un pour Camarsac. Cela étant, dans ces conditions, l'équité était rompue avec Croignon qui désormais bénéficie, elle aussi, d'un élu communautaire, au même titre que Bonneton et Camarsac. De ce fait, conservant les 2 sièges pour Bonneton et Camarsac, eh bien, il nous est apparu équitable d'octroyer un 2e siège à Croignon. Ce qui explique que nous sommes à 30 légalement, je répète toujours, de droit commun, et nous vous proposons, c'est le conseil communautaire, c'est le bureau et le conseil communautaire qui l'a voté lors du dernier conseil communautaire qui doit dater de mi-avril, je crois, a voté ce principe-là, et il est nécessaire que nous le votions également en commune. Donc de 30, je vous propose de passer à 33 sièges au sein du conseil communautaire, plus un pour Bonneton, plus un pour Camarsac, comme ça l'était jusque-là, et désormais plus un également pour Croignon pour garder ces 3 communes à égalité de représentativité. Et puis, les 4 autres sièges, pour passer, nous étions à 26, nous passons à 30, je vous l'ai expliqué, ces 4 sièges viennent des communes de Farmes, Pompignac, Sallebeuf et donc Croignon. J'espère que j'ai été claire dans mon explication. Est-ce que vous avez des questions? Chaque commune va voter ce tableau-là. Alors, il s'agit, c'est une bonne question Françoise, alors en fait, toutes les communes n'ont pas besoin de voter. Il faut, pour que cette nouvelle constitution
du conseil communautaire soit effective, il faut que 2/3 des communes représentant au moins 50% des habitants votent pour, ou 50% des communes représentant 2/3 des habitants. Il faut qu'il y ait l'un ou l'autre de ces trois. Je pense et j'espère que toutes les communes voteront à ces délibérations et approuveront ce qui serait un signe important de cohésion de ce que nous avons tranché ensemble en tant qu'élus communautaires. Puisque en conseil communautaire, cela a été voté à l'unanimité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous propose de passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne l'autorisation de signature, que vous ferez, je le souhaite, donc pour signer la convention et les avenants 1 et 2 donc de la convention que nous avons avec l'association intermédiaire du Haut-de-Garonne. C'est une association d'organisation et nous y faisons appel quand de besoin pour de l'accroissement temporaire d'activité, pour du besoin en cas de remplacement de personnel que nous aurions en arrêt, par exemple. Nous travaillons très régulièrement avec cette association. Oui, vous avez sur vos places, vous avez notamment la plaquette explicative et de présentation de cette association. Voilà, quoi vous dire de plus? Vous avez tous les éléments dans le projet de délibération. Le taux horaire est fixé à 19,90 au 1er janvier 2025, qui suit bien entendu pour partie ou complètement l'inflation. Voilà. Vous disposez de l'ensemble des éléments. Avez-vous des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 4, alors effectivement c'est de nouveau une autorisation de signature de convention. C'est la saison, dans tous les sens du terme, c'est la saison, on prépare la saison culturelle, et c'est aussi la saison de signature des conventions pour pouvoir exécuter l'année correctement. Donc là il s'agit du partenariat avec le Théâtre des Salinières. Depuis que nous sommes entrés en fonction, nous avons établi cette convention avec le Théâtre des Salinières, de façon à pouvoir bénéficier de 5 représentations sur l'année. La saison théâtrale s'étalant de mi-octobre à mi-avril de l'année N à l'année N+1. Donc là, en l'occurrence, nous sommes du 15 octobre 2025 au 24 avril 2026, avec 5 dates de représentation. L'une a été modifiée par rapport à l'envoi qui vous a été fait vendredi dernier. Alors, c'est la date du 14 février qui est supprimée parce que le comédien n'est finalement pas là et nous devrons la recaler. Elle n'est pas encore recalée encore, mais ça ne remet pas. Le 27 février. Donc voilà, elle est recalée donc du 14 au 27 février. On aura cette modification sur la convention. Ah, c'est du 27 au 14, pardon. C'est du 27 au 14. Ça fait 14, c'est pas la date de la première date. C'est l'inverse. Bon, enfin, peu importe, ça ne remet pas en question l'intérêt de cette convention. Donc, les engagements de la commune, eh bien, nous mettons gracieusement à disposition la salle Maurice Desjean pour ses représentations. Nous prenons en charge les frais de restauration de l'équipe artistique. Et en retour, le Théâtre des Salinières s'engage à nous rétrocéder 5% de l'ensemble de ses recettes. Je tiens aussi à signaler un partenariat que nous menons avec le Théâtre des Salinières et qui nous tient à cœur. C'est le partenariat que nous avons également, que le Théâtre des Salinières a avec le Secours populaire. Puisque le Secours populaire accompagne le Théâtre des Salinières pour la mise en place des décors. Et en échange, le Théâtre des Salinières donne des places au Secours populaire de façon à pouvoir en faire bénéficier des gens qui n'ont pas l'opportunité, la chance de pouvoir bénéficier parfois d'un petit moment d'évasion au travers d'un événement culturel. Donc je crois que c'est à souligner parce que c'est aussi la vocation d'une commune de permettre cela. Et je suis très fière que Isabelle Méraud, Dominique Gélard et Françoise de Juge aient permis cela. Voilà. Est-ce que
propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 5 concerne toujours une convention entre le département de la Gironde et la commune dans le cadre de l'obtention du label ICI BBI. Nous avons une très belle bibliothèque qui fait l'unanimité, que beaucoup nous envient et qui est un petit havre de paix et de tranquillité où vraiment on peut y faire beaucoup de choses et s'octroyer des moments de détente. À ce titre-là, notre bibliothèque accueille de nombreuses activités pour les tout petits. Vous voyez, donc, on vous rappelle les MAM, la micro-crèche, nous avons 21 assistantes maternelles, et puis nous accueillons aussi le RPE, le relais petite enfance, parents-enfants, pardon, dans le cadre donc ce RPE qui est mis en place par la CDC. Notre bibliothèque s'inscrit donc dans le réseau de structures affiliées pour la qualité d'accueil des tout-petits. Nous avons l'ensemble du mobilier qui nous permet d'accueillir les petits dans les meilleures conditions de sécurité et dans les meilleures conditions de prise en charge, puisque nous avons j'ai perdu l'habitude. Une table allongée, nous avons... je ne longe plus mes enfants depuis de nombreuses années. Oui, j'ai perdu l'habitude. Non, ça y est, je suis perdue. Nous les accueillons dans un espace protégé avec des coussins, des tapis. Nous avons toute une bibliothèque qui leur est destinée. Donc, nous sommes labellisables ici BBI. L'intérêt de l'obtention de ces labels est certes d'être reconnus, de reconnaître le travail que font nos deux agents, donc Natacha et Anne-Clémentine, que nous avons en apprentissage, bientôt en apprentissage à partir de septembre, que nous avons là depuis quelques mois, et donc nous allons la garder en apprentissage. Je vous avais fait voter les PEC il y a quelques temps à ce titre-là. Je crois que c'était en février ou quelque chose comme ça. Donc pour pouvoir obtenir des accompagnements financiers et la possibilité donc de garder Anne-Clémentine qui fait aussi un excellent travail avec Natacha. Donc tout ça pour revenir à la labellisation ici des BBI. Outre le fait que cela reconnaisse la qualité du travail de nos agents et la qualité de notre structure, cela va également nous permettre de nous doter d'une sélection de tout petits kilis que je vous invite à parcourir. Elle est fort intéressante et elle est hyper déstressante. Donc vraiment, venez la lire. On ouvre ses chakras. Non, elle est très mignonne. Sérieux, c'est super mignon. Ça nous permet aussi d'inscrire nos agents à des programmes de formation très spécifiques pour l'accueil des 0-3 ans et donc de gagner en compétences, de gagner en qualité d'accueil pour l'ensemble de nos professionnels et l'ensemble de nos enfants, de nous équiper d'une signalétique et d'une communication très spécifique de façon à être valorisés, reconnus sur le territoire. Donc cela a vraiment un grand intérêt. Voilà, donc c'est la convention que je vous propose d'engager avec le département, si vous m'autorisez, à signer donc la dite convention. Est-ce que vous avez des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne, on est sur un conseil très administratif et qui cadre une fois de plus l'année que nous déroulons. Donc là, il s'agit de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition de moyens humains et de matériel auprès de la CDC pour la fête de la musique le 21 juin prochain. Alors, comme tous les ans, la fête de la musique a lieu le 21 juin. Cette année, elle aura lieu, c'est un samedi soir, elle aura donc lieu le jour J et elle se déroulera à Trest. Vous savez que notre fête de la musique tourne depuis notre entrée en fonction. Nous avons décidé au sein de la CDC de faire tourner la fête de la musique sur l'ensemble de nos collectivités. Cette année, elle se déroulera donc à Trest le 21 juin. En 2026, elle se déroulera à Confluent. Je vous l'annonce déjà.
Voilà, c'est le circuit normal que nous avons validé en commission culture. Donc cette année, 21 juin 2025, à 13, pour mettre en place l'ensemble des équipements, et notamment la scène mobile, il est nécessaire que nous mettions tout à la fois notre personnel à disposition, puisque Christophe Cursan, notre agent, a les compétences et a aussi les permis adaptés pour la conduite de cette scène mobile. Donc, nous mettrons un de nos agents à disposition, ainsi que du matériel pour le bon déroulé de cette fête de musique. Et c'est l'objet de cette convention. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne l'attribution des subventions faites aux associations au titre de l'année 2025. Et je vais laisser la parole à Lionel. Lionel? Oui, merci. Donc, je pense qu'on va commencer à connaître le fonctionnement du déroulé des subventions d'associations. Ça se déroule en 3 temps avant d'avoir le tableau final. On fait un premier temps où on collecte les informations. C'était de début mars à début avril cette année. Une fois qu'on a collecté les informations, on passe une commission. Et cette commission-là, elle donne un avis, effectivement, sur les subventions allouées. Elle s'est effectivement tenue le 11 avril 2025. Et on arrive à ce tableau-là. On peut le voir, quoi vous dire là-dessus? Il n'y a pas d'inflation dans les demandes de subvention, vraiment à la marge, 50-100 euros sur les demandes spécifiques. Par rapport à ça, d'ailleurs, au total, on est à 23 900 euros, ce qui correspond au budget alloué qui est de 25 000 euros au total, bien entendu, mais on va pas ce maximum-là. Donc, on peut noter sur les subventions les plus importantes un gel depuis quelques années. C'est une volonté de maîtriser aussi les subventions aux associations, pour pas qu'il y ait un envol par rapport à ça. On traite plutôt des demandes spécifiques sur des subventions exceptionnelles, le cas échéant. Là, vous allez voir, on en a 2 effectivement cette année, mais c'est plus simple plutôt que d'avoir une inflation au niveau des associations. Avant d'avoir vos questions éventuellement, j'avais 2 petites remarques à faire sur 2 points ici. Le premier point, c'est sur le Freerider VTT, dont le montant marqué ici est de 650 euros. Ce ne sera pas la réalité cette année, ça sera de 500 euros, parce qu'on a eu la demande tardive, et ils ont demandé moins cette année. Donc on va s'adosser à leur demande, et on va leur donner 500 euros cette année. Donc c'est marqué 650, c'est une correction à faire par rapport à ça. La deuxième remarque que j'ai à faire, c'est sur la dernière ligne, sur l'amicale des secrétaires généraux. Si vous regardiez l'année dernière, il y a eu un oubli, tout simplement, de notre part. On n'a pas traité cette demande-là, donc elle n'apparaissait pas l'année dernière, donc elle réapparaît à nouveau cette année. Voilà. On efface cet oubli-là et on revient effectivement au fonctionnement habituel. Pour le reste, c'est le fonctionnement traditionnel des subventions aux associations. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ce fonctionnement-là, par rapport au montant. Alors, moi, je voudrais m'exprimer en tant que doyen de cette assemblée. Ne vous inquiétez pas, ne tremblez pas. Bon, je vais faire une petite déclaration. C'est le devoir d'une collectivité d'aider le monde associatif à réunir des personnes, quel que soit leur âge, pour s'initier et pratiquer une activité de leur choix. Les subventions font partie de cette aide. Elles s'ajoutent à la mise à disposition d'installations, d'équipements et matériels en bon état d'entretien. Pour les associations sportives engagées dans des compétitions, les besoins en marche avec leur niveau de compétition. Notre niveau de subvention ne peut s'adresser à des associations ayant de hautes ambitions dans la hiérarchie de leur discipline. Toutefois, la pratique sportive reste accessible au plus grand nombre avec ce que nous proposons. Ne serait-il pas trop exagéré d'attendre de ces associations quelques engagements en contrepartie de notre aide? Ne vous inquiétez pas, ça ne concerne pas toutes les associations. Dans les engagements, c'est avoir de l'ambition dans l'accueil et la formation des jeunes pour leur discipline sportive, respecter les installations et équipements mis à leur disposition, véhiculer une image positive de la commune lors des compétitions et respecter l'éthique sportive de leur discipline et enfin respecter la quiétude des riverains de nos équipements sportifs.
je demande à ce que cette délégation soit ajoutée au procès verbal. Alors, Lionel, si tu veux, peut-être rebondir sur... Non, je voudrais juste parler de la réglementation telle qu'on a définie ces dernières années. On a beaucoup travaillé sur la réglementation, notamment de la planète des sports, pour trouver une APV. Je crois qu'aujourd'hui, on y parvient. C'est jamais optimisé à 100%, mais je trouve qu'il y a quand même un bel équilibre qu'on a trouvé. On a créé un calendrier d'occupation des bâtiments l'été. On est revenu dans une zone apaisée. Après, pour tout le reste, ça me paraît très arbitraire. Je pense que les associations portent haut le flambeau de Pompignac. Et pas plus tard que mardi prochain, je leur représenterai la commune de Pompignac à Rouen-Garros. Vous voyez, on peut entendre ce que tu dis, Gérard, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'à ce niveau-là, les associations font leur travail et leur représentation par rapport à ça. Alors, effectivement, il est important, Gérard, que nos associations aient ce devoir-là. Notamment, moi, il y a des éléments sur lesquels je suis très sensible, je crois qu'on l'est tous, parce qu'on a longuement débattu sur ces sujets-là. L'accompagnement, la pédagogie auprès des enfants, c'est de la pédagogie sportive, mais c'est aussi de la pédagogie citoyenne. C'est aussi ce que nous devons porter, et en ce sens, nous y veillons au travers du Conseil municipal des jeunes que Hélène a monté tout récemment. Les associations doivent également y veiller. Elles doivent veiller à porter l'image de la commune. Jusque-là, nous avons des associations qui ont de très bons résultats, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, de loisirs. Je ne parlerai d'aucune d'entre elles parce que je ne veux pas en oublier une au risque de frapper les autres, mais elles portent haut et fort, elles portent très haut l'image de la commune et elles doivent continuer. Ça doit être vraiment un engagement. Pour ce qui est du respect de nos bâtiments, oui, c'est un véritable sujet parce que nos bâtiments s'usent et nous avons beaucoup d'associations, donc il est plus que jamais indispensable qu'elles y fassent grandement attention. David Bertancé mène un travail inlassable avec des agents pour maintenir nos équipements à niveau. Et c'est pas chose facile parce qu'on en a beaucoup qui sont très durs. Et pour autant, on arrive à les maintenir au prix de nombreux frais. Les derniers sur le gymnase, là, ça n'a pas été une paille, David, en termes financiers. Et la commission sécurité qui est passée a été elle aussi très exigeante vis-à-vis de notre gymnase. Et nous avons rempli toutes les demandes de cette commission. Donc, effectivement, nos bâtiments doivent être respectés. Le travail a été mené, il n'a pas été mené peut-être jusqu'au bout, parce qu'on a quand même établi un règlement d'utilisation de tous nos bâtiments, de tous les bâtiments que l'on a à disposition des associations, un règlement d'utilisation au sens large de la plaine des sports. Et c'est vrai que le travail doit continuer inlassablement aussi, parce que nous allons devoir continuer à mobiliser nos associations pour qu'elles continuent, Gérard, à être vigilantes sur tous les points que tu viens de mentionner. Et j'en terminerai par deux éléments. Le premier, c'est que nous avons quelques associations qui participent à l'action, à l'activité et à l'animation de la commune l'été au travers de 433, qui est un événement qui me tient à cœur, puisque au sein de la CDC, c'est moi qui emporte l'élaboration, 433 avec le département. Certaines de nos associations y participent, pas toutes. Ça fait partie, comme tu le dis, de l'animation de la commune. Et il faut veiller à ce que, voilà, ça, ce sera peut-être des choses que nous intégrerons dans les années qui viennent, dans l'accompagnement aux associations. Effectivement, qu'elles soient aussi actives pour l'animation de notre commune. Et le dernier point que je voulais souligner, c'est que tu le disais très justement, Lionel, nos subventions, le montant de nos subventions est maîtrisé et reste stable. Tant mieux. Cela prouve aussi que nos associations ont conscience de la difficulté financière et qu'elles gèrent au mieux leurs deniers de façon à maîtriser leurs demandes auprès de la collectivité. Et je crois qu'elles ont aussi pleinement conscience qu'au-delà de ce qu'on leur donne en euros sonnants et trébuchants, qu'est-ce qu'on donne, c'est pas très français, mais nous donnons également beaucoup au travers de l'entretien des bâtiments et au travers du paiement de tous les fluides, parce qu'ils ont considérablement augmenté ces dernières années.
et nous continuerons à assumer tous les coûts relatifs à l'utilisation de nos bâtiments, à l'éclairage, à l'eau, et également à l'entretien, voilà, des bâtiments, à l'entretien du stade. Et ça, ce sont des frais dont on ne parle pas au travers des subventions, mais qui viennent en sus et qui sont de plus en plus importants pour la collectivité. Donc voilà. Nos subventions restent stables pour ce qu'on leur donne financièrement, et pour ce que l'on donne indirectement, cela a subi une hausse que nous assumons parfaitement et pour lesquelles nous n'avons rien à faire. C'est juste un constat, parce que nos associations font vivre la commune, donc nous continuerons à les accompagner. Mais ça avait été clarifié beaucoup avec les conventions qu'on a mises en place et qui marquaient effectivement la mise à disposition gratuite des bâtiments communaux. Ça avait été acté. Je trouve que c'était plus transparent. Notre mandat, on l'a rendu plus transparent. Donc, il y avait ça en espèces de montée trébuchante, il y avait aussi la mise à disposition gratuite avec l'entretien qui va avec aussi par rapport à ça. Et on peut aussi parler des référents sécurité, effectivement, qui ont été par rapport à ça au niveau des associations. Ça a mis un peu le focus et ça leur a donné un peu pleine conscience, finalement, qu'il fallait faire attention à ces bâtiments-là. Quel qu'en soit l'état, quoi qu'il en soit, ils sont pas en un instant zéro, ils ne pas sur du négatif. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a pu, entre guillemets, geler les grosses demandes, parce qu'on a pu faire, effectivement, mettre sur place, effectivement. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de remarque. On fait un vote déjà pour ces subventions-là, parce que nous allons devoir sortir. Oui. Les élus qui ont un intérêt dans ce groupe-là. Les élus qui sont dans des bureaux d'association. On sort, et on revient pour l'exceptionnel. Bien. Et je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Bah oui, là, on a que des membres d'associations sportives, on a parlé en plus. Et oui, c'est ça l'efficacité du conseil municipal et du maire. Vous ne relevez pas, c'est même pas rigolo. Faut pas relever. Je suis plus marrant, je sais. Tu me le dis assez souvent. Merci. Merci pour ce vote. On a confiance dans le mode de fonctionnement. Sur la délibération 8, on avait une demande de l'association de chasse à titre exceptionnel. Donc je vous explique brièvement effectivement ce qui est le cas. C'est que lors d'une meute organisée sur la commune de Pompignac, on a eu effectivement des chiens. Lors d'une meute organisée sur la commune de Pompignac, on a des chiens qui ont été blessés. Vous voyez, il y a plus de 3 000 € de frais vétérinaires. Il y a un système effectivement de collecte un peu complexe au niveau de l'ACA, mais il y a eu une demande de l'ACA pour une proposition effectivement sur la commune de Pompignac, et on proposait effectivement de participer à hauteur de 500 € pour exceptionnellement effectivement accompagner ces soins vétérinaires-là. Et effectivement repartir sur. Alors c'est des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. D'occasionner des dégâts, on a des zones. Et ne serait-ce qu'il peut-être rappeler un petit peu le rôle de l'ACA. On ne va pas parler d'association d'intérêt public parce qu'il y a des critères spécifiques, des chiffres d'affaires, etc. Mais c'est au moins une association d'intérêt général. Et on le voit effectivement sur la régulation des nuisibles. C'est bien, on voit beaucoup d'animaux sur les routes, mais parfois c'est un peu complexe. Et, quand vous avez une biche qui passe un d'un bout, on a des sueurs froides, effectivement. Il y a beaucoup de Pompignacais qui se plaignent effectivement des sangliers, qui sont nombreux. Voilà. L'ACA, c'est effectivement le problème de la mission synégétique, c'est vraiment la mission de régulation de ces nuisibles-là, effectivement, par rapport à ça. Donc je vous propose effectivement de voter ce montant-là pour 500 €. Est-ce qu'il y avait des questions? Beaucoup se demandent ce que signifie synégétique. Pardon, je me suis revenu avec la chasse.
C'est en fait la mission d'une ACAS, c'est la mission, la synergétique et le social. J'entends bien. Synergétique. Est-ce qu'il y a des gens qui voteraient contre cette subvention exceptionnelle? Qui s'abstiennent? Merci pour la cas pour ce qu'elle fait au quotidien. La délibération numéro 9, c'est là aussi une demande de subvention exceptionnelle. On a eu un porté à connaissance par rapport à cela au niveau de la famille de Claire Sanglier, bien entendu, c'est dont il s'agit. La famille de Claire ne souhaitait ni fleurs ni gerbes volontairement. Par contre, elle souhaitait qu'il y ait peut-être un geste au niveau de la Ligue contre le cancer, bien entendu. Donc, nous avons proposé la somme de 300 €. J'ai fait une petite étude analytique du montant moyen des subventions de Pompignac. Je trouvais que 300 € c'était un petit peu bas, ça ne correspondait pas, ça ne corrélait pas finalement avec ce que l'on pouvait proposer. Moi, j'aimerais que l'on propose 500 €. Voilà, bien sûr, c'est à débattre si vous le souhaitez, hein. Mais je pense que c'est un petit peu la logique effectivement de ce que l'on proposerait en termes de subventionnement exceptionnel vis-à-vis de la lutte contre le cancer. Voilà, je suis tout oui sur vos avis et vos remarques. 500 €, je pense que 300 €, ça me paraît quand même un petit peu faiblard. Donc, je pense que symboliquement, et ne serait-ce que pour rendre hommage à Claire Sanglier, qui a été quelqu'un qui a marqué effectivement les esprits là sur la commune, je pense que 500 €, c'était le strict minimum. Des remarques par rapport à cela? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Pour 500 €. Merci. Délibération numéro 10. Donc, règlement interne des parcs, jardins et espaces aménagés plein air. Bien entendu, vous avez pu constater qu'il y a des lieux de vie très fréquentés à Pompignac. Je parle de la Seine du Seigneur, ou du théâtre de verdure. Je parle du bois de Calmoin, la Serture Verte, des aires de jeu, etc. Ce sont des lieux de vie très fréquentés. Et je voulais saluer le travail de Christophe Pellet, notre DGS, qui a été force de proposition à ce niveau-là, qui a été aussi force de rédaction, c'est pas rien aussi. Donc, effectivement, il nous est apparu opportun de mettre en place un règlement, notamment pour préserver la convivialité des Pompignacais, pour être en bonne intelligence aussi, hein. Il peut y avoir des humains, des animaux, etc. Il peut y avoir des nuisances par rapport à cela. Donc il nous a paru important de mettre en place un règlement intérieur qui spécifie un petit peu le bien vivre dans ces lieux de vie qui seront très prisés. Le monde qu'il y a partout, quand il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce sont effectivement des lieux de vie qu'il faut réglementer par rapport à ça. Donc je pense que vous avez eu le temps de lire ce règlement intérieur, si vous aviez des remarques par rapport au règlement intérieur. Moi, je voudrais juste préciser que le rédacteur, c'est un travail collectif, le rédacteur principal, c'est Mélissa. D'accord, c'est important pour moi. J'avais fait une petite remarque moi, sur le document par rapport au passage sur les vols de drones, où il était mentionné, me semble-t-il à tort, qu'on pouvait aller jusqu'à 150 mètres, alors qu'on est dans une zone qui est quand même très réglementée. Peut-être l'aérodrome d'Ivrac. Voilà. Et que la limite max, me semble-t-il, même sans en pouvant voler en toute liberté, c'était 130 mètres. Alors, effectivement, suite à cette remarque, pour rejoindre ce que dit David, moi je vous proposerais de ne pas donner de détails, mais de dire que on se reporte à la réglementation. Parce qu'on est vraiment soumis à cette réglementation de l'aérodrome d'Ivrac que nous avons voté d'ailleurs il y a quelques temps sur l'école d'impact, de l'aérodrome. Et on a des zones sur Pompignac qui ne peuvent pas être survolées. Donc ça, on ne se substitue pas à cette réglementation. En tout cas, je ne souhaite pas qu'on l'intègre dans le règlement parce que si elle évolue,
va devoir mettre notre règlement à jour en permanence et on pourrait être reconnu responsable si un jour il y a une discordance entre les deux et que bon, les gens par défaut, toute zone en agglomération n'est pas survolable. Sauf dérogation de la mairie. On aurait du coup la mention des 150 mètres. Exactement, tout simplement conforme à la réglementation en vigueur sur la commune. Puis voilà. Si c'est possible de faire ça, ça enlève toute ambiguïté sur le sujet. Qui vote contre ce règlement intérieur, qui s'abstient. Je vous remercie pour le vote. Merci Lionel. La délibération numéro 9 concerne la fixation des redevances pour occupation ponctuelle du domaine public communal. Alors, je précise bien, il s'agit d'une occupation ponctuelle. Donc, pour tout ce qui est événement de type vide-grenier, de type marché de Noël, marché des créateurs, fête foraine ou autres, comme la fête de l'été, sur le même principe que les Olympiades, par exemple, l'année dernière, nous pourrions faire venir des exposants ou des artisans, des commerçants. On est vraiment sur ce type d'occupation très ponctuelle. Enfin, ponctuelle. Nous avions une grille tarifaire pour cette occupation du domaine public qui était complètement obsolète parce que paralysée depuis de nombreuses années et ne tenant pas compte notamment de bien des évolutions, tant des propositions que nous pouvons faire aux exposants que de la réalité des communes autour sur notre territoire. Donc, Fabienne Bonjour et Annie-Claire Odo ont fait un énorme travail de sourcing sur le territoire de façon à collecter l'ensemble de la qualification qui était faite pour le même type de prestations ou en tout cas de mise à disposition du domaine public. Ce qui nous amène en synthèse au tableau qui vous est présenté dans le cadre de cette délibération. Donc ce sont des nouveaux tarifs qui ont évolué, c'est sûr. Ce sont des tarifs qui évoluent au mètre carré par tranche. Là, nous sommes sur, excusez-moi, nous sommes pour les surfaces d'occupation, donc on est par tranche de 10 mètres carrés et par tranche de 10 euros. À ces tranches-là, nous ajoutons un forfait électricité pour les exposants qui souhaiteraient bénéficier de la mise à disposition d'une source d'énergie. Et puis pour les food trucks et autres dispositifs alimentaires, enfin les ventes alimentaires, nous sommes sur un forfait jour de 25 euros, qui inclut donc l'emplacement et la mise à disposition de l'électricité. Ça, c'est pour le premier type d'occupation occasionnelle. Deuxième point, il s'agit de l'occupation par les forains et le cirque. Là aussi, les tarifs n'avaient absolument pas été révisés depuis de nombreuses années. Nous avons aussi souhaité le faire en étant en relation avec ce qui se pratique sur les autres communes. Je ne vais pas vous faire la lecture du tableau, mais vous voyez qu'on a travaillé aussi par tranche de façon à pouvoir intéresser et répondre à toutes les typologies de forains, toutes les typologies de matériel et de véhicules de forain. Donc là, il s'agit des emplacements dans le cadre de la fête foraine. Il ne s'agit pas de l'emplacement lié à l'emplacement du lieu de vie. Là, c'est vraiment l'emplacement pour les véhicules et le matériel de fête, pour les festivités de la fête. Et puis donc pour l'occupation, pour l'emplacement pour les lieux de vie, nous l'avons également révisé. Il est forfaitaire
pour un séjour de 5 jours. Au-delà de 5 jours, puisque c'est en gros, c'est le forfait moyen, c'est plutôt le forfait haut, le reste, durant lequel les forains restent sur la commune de Pompignan. C'est notamment ce qui s'est passé ce qui s'est à peu près passé lors de la dernière fête, même s'ils sont restés un peu plus longtemps. Mais si on part sur 4 jours de festivités comme c'était le cas, on considère qu'ils arrivent au moins un jour avant pour pouvoir s'installer. Et puis ils partent dès le lundi matin. Donc on est sur un forfait de 5 jours. Et normalement, ça doit répondre à tous les cas de figure. Et si par hasard il souhaite rester, ou si on le autorise à rester un jour de plus pour diverses raisons, eh bien, c'est également au forfait à raison de 10 € de plus par jour. Nous sommes là sur les forfaits relatifs au forain, à fête foraine et donc au ciel. Et puis il nous restait le troisième type de redevance, pour les événements se déroulant principalement dans la salle des fêtes ou autre salle d'ailleurs couverte à abriter. Donc là on parle plus spécifiquement de l'organisation du marché de Noël ou de l'organisation du marché des créateurs, donc sous le pilotage de Fabienne Bonjour. Là aussi nous avons revu les tarifs qui se traduisent ou qui s'évaluent en nombre de tables mises à disposition avec ou sans électricité. Donc là aussi, 10 € par table. Et puis un forfait électrique. Et on considère que lorsqu'on a 4 tables, normalement, le besoin d'électricité est plus important. Donc là, le forfait est lui aussi augmenté pour tenir compte de la surface qui est mise en jeu. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions face à cette proposition de redevance. J'ai une question par rapport à l'occupation. Est-ce qu'il y a des exonérations? Si oui, qui est concerné, qui peut être concerné? Il n'y a aucune exonération à ce jour sur les redevances pour occupation. C'est-à-dire une association qui veut, par exemple, qui veut une exonération pour avoir. On ne parle pas des associations. Les associations sont bien entendu. Là, on est sur le cadre de redevances pour les professionnels. Nous ne sommes pas dans le cadre de redevances pour les associations, notamment. Bien sûr, les associations ne payent pas de redevances. Je n'avais pas vu que c'était professionnel, c'est pour ça. Non, mais peut-être que effectivement, ce serait bon de le préciser, peut-être, parce que moi, je sais pas. Vous l'avez vu dans la. C'est bien dit. Relative aux activités commerciales. Mais il y a des fins. Non, commercial. C'est une association. On peut avoir des situations hybrides. Typiquement, un défoulé, on fait appel à. Mais c'est pas commercial. C'est pas commercial. On fait appel à un food truck qui nous fait des chichis. C'est des crêpes. C'est un professionnel qui vient. Oui, mais c'est l'association qui C'est l'asso qui organise la manifestation. D'accord. Il n'y a pas de raison, et ça c'est par contre un véritable élément, parce que les bénéfices, ce qu'en retire ce professionnel, ça revient à l'association ou ça lui revient directement? Alors c'est hybride encore, ça lui revient à lui, et il reverse une partie généralement en faisant un don à l'association qui est présentée pour l'aspect caritatif. Donc dans ce cadre-là, il est présenté les redevances. Après, ça devient le jeu de tout le monde de dire qu'on reverse. Il y a ces cas de figure, c'est ça. On sera vigilant lorsque ces cas de figure parce que ça n'a d'intérêt que si une partie est reversée pour l'intérêt collectif, sans quoi effectivement ce professionnel ou en tout cas cette activité commerciale doit s'acquitter d'un redevance. Tout à fait.
est contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 12 concerne également une évolution de tarification, et cela concerne plus particulièrement l'espace de Cadouin, dit maison de Cadouin. Alors, pour aller directement au but, nous n'augmentons pas les prix de location tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Nous ouvrons sur 3 forfaits, forfait 2 heures, forfait demi-journée et forfait journée en semaine exclusivement, de façon à répondre à un besoin, dont on nous fait part sur la commune. Et puis cela nous permet aussi de faire entrer des recettes sur la commune. Donc c'est toujours un bénéfice dont on ne peut pas se passer. Donc à ce titre-là, nous aurons pour un forfait 2 heures en semaine à 100 €, une demi-journée à 200 €, la demi-journée étant de 4 heures, soit de 9h à 13h le matin ou de 13h à 17h pour l'après-midi, ou en journée de 9h à 17h, donc pour 8 heures. Donc, ce qui avait été envoyé, oui, parce que ce qui avait été envoyé, c'était de 8h à 17h, je crois. Et c'était 24 heures, et donc là, on est sur une tarification journée, et non pas 24 heures, et de 9h à 17h. Pourquoi ces horaires-là? Parce que ça permet à nos agents, dans leur temps de travail, dans leur amplitude de temps de travail, cela permet de faire les états des lieux entrée-sortie. Et donc, voilà, nous ouvrons ces 3 types de forfaits. Et puis, le forfait week-end, lui, ne bouge pas, du vendredi 18h au lundi 9h, 1 000 € pour les Pompignacais, 1 400 pour les non-Pompignacais. Par contre, nous augmentons cette tarification pour les forfaits week-end de 3 jours, donc avec un jour férié à coller, puisque c'est un jour de plus d'utilisation de la salle dont bénéficient les personnes qui la louent. Donc il était important, pour une plus grande équité, d'augmenter cette tarification dans ce cadre-là. Vous avez donc les tarifs. Quoi vous dire de plus que cette location ou cette mise à disposition de la salle, donc on parle exclusivement de la grande salle de Cadouin, y compris la cuisine qui est autour et puis les jardins. C'est gratuit pour les événements associatifs. Pour les agents communaux, c'est au tarif des Pompignacais, et pour les élus de la commune, il n'y a pas de disposition particulière, c'est la tarification pour tout Pompignacais que nous sommes. Voilà. Donc, les traitements sont interdits, nous y accordons la plus grande vigilance. Voilà, quelques dispositions obligatoires comme l'attestation d'assurance, et puis voilà, avec un état des lieux qui est fait à l'entrée ou à la sortie. Et puis pour la clarification effectivement du mobilier qui est mis à disposition, cette mise à disposition est fixée par une décision du maire qui, elle, n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Qui reste tout à fait correct vu la qualité du matériel que nous mettons à disposition. C'est tout à fait bon. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une question par rapport à l'association. Si l'association n'est pas Pompignac, est-ce qu'elle rentre dans le cadre de la location? Ce sera comme un habitant, quelqu'un qui n'habite pas Pompignac, comme un individu, comme une association. Sauf si on est sur des associations vraiment d'intérêt général. Je pense à certaines associations comme, je ne sais pas si ça se fait de citer, mais je vais les citer malgré tout. Nous accueillons sur Pompignac l'association qui loue des locaux parce qu'elle organise des séjours pour les familles. C'est l'association Danser sous la pluie, qui est une association qui accompagne les familles d'enfants en situation de handicap. Ce type d'association sur la commune, bien sûr, aura une mise à disposition de locaux parce qu'elle a un intérêt général. Par contre, les associations. Oui, donc à partir de là où c'est établi qu'il y a un intérêt général, ma question elle va dans ce sens-là. Évidemment, on ne va pas pour deux individus accorder une gratuité. Et s'il y a un intérêt général, est-ce qu'une un véritable intérêt général. Nous avons aussi, nous avons voté il y a quelque temps le règlement d'occupation de locaux
cela n'est pas pour toutes ces associations-là, qui seraient avec connotation politique, culturelle, les locaux de Pompignac ne sont pas mis à disposition. Si c'est la Croix Rouge, oui. Bien sûr. Nous avons accueilli l'association des secrétaires généraux. Nous la mettons à disposition gratuitement. Il est important que nos secrétaires généraux se rencontrent, se rassemblent, discutent entre eux, c'est pour l'intérêt collectif et notamment l'intérêt de notre collectivité. Donc on est effectivement à disposition. Et l'AFS aussi. Bien sûr. Ça a un intérêt, c'est d'intérêt public, tout cela. Bon, ça c'est quand même, je vais ici à se positionner. Si vous resserrez l'association d'élus, c'est des politiques, c'est une association des élus par exemple. Donc je vous donne un exemple. Si une association d'élus fait une demande comme ça, bah, c'est des politiques qui font de la politique, mais c'est quand même une association d'élus qui va avoir un intérêt. Ça reste. Il y a une différence entre une formation d'élus d'un parti politique et une formation d'élus de type AMF. Parce que là, c'est. Là, je ne parle pas de formation. Association, c'est-à-dire que donc, ce n'est pas uniquement des gens d'un parti. C'est-à-dire que c'est une association. Pour revenir sur l'AMF, parce que j'ai peur de ne pas comprendre, mais pour revenir sur l'AMF, ça n'a aucune connotation politique, puisque l'AMF regroupe l'ensemble des maires de France, quelle que soit leur étiquette et leur couleur politique. Ce que je voudrais dire, ça peut prêter à confusion quand on dit association des élus. Derrière, les gens, tout de suite, ils pensent politique, alors que parfois, l'intérêt n'est pas que politique. C'est ça que je veux dire. D'association des élus. C'est quoi? T'as pas envie de faire? Non, je rigole. Non, je t'en prie. Non, le bout de fin, je veux dire. Non, mais ça dépend de ce qu'on entend par association politique. C'est forcément l'AMF, il y a que des politiques dedans, c'est des maires. Mais la représentation, ça représente l'ensemble des communes de l'AMF, l'ensemble des communes de Gironde. Voilà. C'est pas une connotation politique. Donc en fait, c'est l'objet qui va être l'objet finalement de l'association qui va être qu'on va regarder. Sinon, c'est qui sont. C'est pour ça que je ne comprenais pas le sens de ta question, parce qu'une association numérique politique, c'est une association politique, en effet, ça ne rentre pas dans ce cadre. Voilà. Votre vote, qui est contre, qui s'abstient, votez à l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, dites c'est à toi, tu vois, tu veux parler, je te laisse la parole. Nous vous proposons ce soir de créer la réserve communale de sécurité civile. Comme son nom l'indique, elle est communale. Donc, depuis la loi du 13 août 2014, il est donné la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile. Hein, puisque, à partir de cette loi, il a été défini que la sécurité civile n'était plus l'affaire que de l'État, mais l'affaire de tous. Donc, à ce titre, possibilité est donnée aux communes donc, de créer une réserve communale. Une réserve communale ne se substitue pas aux fonctions des pompiers, de la police, etc., qui ont des fonctions de secourisme. Ce n'est pas du tout le cas de la réserve communale. La réserve communale a un rôle plutôt d'assistance du public, d'information au public. Voilà, c'est plus le rôle des réserves communales. À ce titre, donc, la réserve communale, elle va être constituée que de bénévoles, qui ne sont pas des gens payés, et qui vont être le temps de leur service, si je dis en guillemets, le temps qu'elles vont passer au service de la commune, elles vont être sous le couvert de la commune, puisqu'en plus on va les couvrir au niveau assurance. Voilà, ça c'est déjà acté au niveau assurance, qu'on peut les couvrir. Donc c'est ce
et le bénévole, qui sera de 1 an, renouvelable 5 ans maximum. Parce que au bout de 5 ans, il faut renouveler ses vœux. C'est ça un petit peu. Donc on renouvelle son engagement. Quoi qu'il en soit, au bout de 5 ans, il faut renouveler son engagement et donc il faut re-signer un nouvel engagement. Voilà. Donc l'engagement, vous l'avez également en copie sur. C'était dans les pièces du dossier. Dans les annexes. Vous avez également le fameux règlement intérieur dans les annexes. Donc il définit les conditions et modalités d'intégration de la réserve telles que je vous les ai données. L'interruption de l'engagement, oui, le bénévole peut interrompre son engagement à tout moment, ou en cas de c'est du bénévole, ça semble logique, et par décision motivée linéaire, donc vraiment si la personne ne fait pas du tout l'affaire, dans ce cas-là, si la décision est motivée linéaire, on peut rayer ce bénévole de la liste. À ce titre, je rappelle également que tous les élus sont mobilisables, puisque vous êtes des élus, vous êtes mobilisables, et vous êtes également couverts par l'assurance, donc dès qu'il y a une intempérie ou quoi que ce soit d'autre, vous pourriez être mobilisé dans le cadre. Voilà. Et là, c'est hors cadre réserve communale. La réserve communale est un dispositif. Les élus mobilisables, c'est autre chose. Mais vous êtes mobilisables. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai. Je ne sais pas si j'ai été clair sur les dispositions de la réserve communale. Si vous avez des questions. Il y a un moment donné, il y a la notion d'élu délégué. Oui. Alors, il y a un élu qui va être référent pour la réserve communale. Oui. Parce qu'il faut faire un peu la coordination. Peut-être, parce que c'est Madame le maire qui décidera. C'est par arrêté, donc c'est Madame le maire qui décidera. Donc il y aura forcément un élu référent désigné par arrêté municipal lorsque l'arrêté sera pris. Voilà. Donc évidemment, la réserve communale est placée sous la gestion du maire. Voilà. Après, le règlement intérieur fixe les modalités un peu de recrutement. Vous l'avez également dans l'acte d'engagement, qui précise également ce qu'il faut être. Et évidemment, les bénévoles que l'on a recherchés ont tous un intérêt pour la commune, puisque soit ils ont des compétences particulières, soit c'est costaud, soit. Bon. En fait, de tout, comme bénévole, attention, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a de tout en termes de public. Voilà, c'était plutôt sympa, il y avait 30-35 personnes. Ouais, parce que je cherchais. Et 30-35, il y en a pas mal. Les gens se sont mobilisés. Après, d'autres personnes peuvent également se mobiliser. Si vous en connaissez dans votre entourage, n'hésitez pas à envoyer vers nous, s'ils sont intéressés. Ça évite de mobiliser tout le monde. Plus on est nombreux, moins on mobilise de gens en termes de. Voilà, les volumes de gens mobilisés sont à peu près les mêmes d'une tempête à l'autre. On ne mobilise pas tout le monde, ça ne sert à rien. On mobilise que ceux qui sont nécessaires. Voilà. Et justement, comment tu communiques là-dessus pour que toute la commune soit au courant et que... Alors, on a communiqué déjà en compagnie actualité. On avait fait un appel. On avait fait un appel à candidature à bénévoles et qui a bien marché d'ailleurs, parce qu'on a eu un des retours. Et puis après, c'est du travail aussi, parce que l'appel à bénévoles a été fait en compagnie actualité. Donc, on a eu quand même des retours. Mais après, chacun doit voir autour de chez soi, dans son quartier, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés, et puis leur dire d'écrire à mairie@pompignac.fr. Est-ce qu'il y a des formations ou des simulations en fonction des différents types de catastrophes un petit peu? Oui, alors, si vous avez suivi un petit peu la commune de Trest, a fait une formation aux bénévoles de la réserve communale avec les pompiers. D'accord. Donc oui, on pourra mettre en place ce genre de choses. Après, c'est toujours compliqué de mobiliser les gens, surtout quand ils sont au travail. Donc voilà, on trouve un moment où ça se fait bien pour tout le monde, le samedi, c'est idéal. C'est quoi la question? Formation, des simulations en fonction des différents types d'événements. Et alors, dans le cadre du PCS, que on va finaliser prochainement, il y aura
forcément dissimulation, puisqu'on a une affaire normalement par an. Voilà, donc les gens peuvent être mobilisés également à ce moment-là. Puis ça permet de faire un petit exercice, un petit rappel, et une information qui sera faite de façon régulièrement vis-à-vis de ces personnes, de ces bénévoles. Moi, David, je souhaitais te remercier, ainsi que ces prenants, parce que vous montrez cette réserve citoyenne. Alors, Françoise est également présente et active. Et parce qu'en parallèle, vous montrez également le plan communal de sauvegarde. L'un allant passant l'autre, c'est quand même une action de fond que vous menez depuis 5 ans, et c'est pas facile. Donc peut-être 2-3 mots sur le PCS qui va... Alors le PCS, alors c'est complémentaire, hein, les deux sont complémentaires. Ce sont deux dispositifs, c'est pour ça qu'ils peuvent être votés différemment. Ce sont deux dispositifs différents. La réserve peut être utilisée sans le PCS également, puisque bon, sur n'importe quelle manifestation, on peut décider d'utiliser la réserve, en lien avec évidemment la charte de l'intérieur. Le PCS, c'est plus sur des événements qui se produiraient sur la commune, notamment climatiques, qu'on a déjà eu. Oui. S'il y avait un accident industriel, etc., voilà, avec des règles bien précises. Et là, dans le cadre de ce PCS, il y a tout un processus à mettre en place sous la direction du maire, toujours. Le maire qui déclenche le PCS et voilà, après toute une série de cellules de crise qui se mettent en place et qui doivent s'associer et travailler ensemble pour le bien, la mise en sécurité notamment des populations, hein, puisque c'est ça l'objectif. On est face à un problème, à une intempérie. On allait travailler tout à fait ensemble sur la pandémie. Ça tombe bien, on venait d'en sortir, de la pandémie. Voilà, donc on a travaillé sur des sujets différents. Donc voilà, une catastrophe naturelle, catastrophe climatique, voilà, plein de climatique, voilà, c'est ça. Tout un tas de sujets à traiter. Et là, on est en train de finaliser un petit peu tout ce plan. Je pense qu'on commence à voir le bout du tunnel. Mais il y a encore un petit peu de travail. On commence à voir le bout du tunnel. Je voulais juste dire que, vous féliciter pour le travail que vous avez fait, mais le seul truc que je trouve dommage, c'est que quand il y a des sujets aussi sérieux, je pense qu'on pourrait quand même faire participer tout le conseil municipal. Pour des sujets comme celui-là, où on peut solliciter tout le conseil municipal, et non, voilà. Ce que je vais dire, c'est qu'on pourrait associer tout le conseil pour des sujets aussi sérieux. Mais vous serez associé. Comment? Vous serez associé, puisque la finalité de tout ça, c'est que vous soyez imprégné du PCS et de son fonctionnement, puisque les élus sont partie prenante. Après, toute la partie technique se monte en groupe de travail. Donc, en groupe de travail, on ne peut pas être 30, c'est compliqué. Et on est quand même quelques-uns en groupe de travail à travailler dessus. C'est pas si simple que ça. Hein. Non, mais je ne dis pas que c'est simple, c'est pour ça que j'ai dit le travail que vous faites, je le dis encore une fois, bravo. Mais je pense que sur les sujets, c'est une demande, c'est quelque chose, c'est une demande que j'ai dit, sur les sujets importants, les sujets, on peut quand même, on pourrait associer tout le conseil, même ceux qui ne sont pas dans des groupes de travail. Donc, c'est ce que je veux dire. Après, on n'associera pas l'ensemble du conseil municipal, c'est-à-dire 23 personnes, pour réfléchir. Par contre, on le présentera à l'ensemble du conseil municipal et on pourra le débattre pour le compléter ou l'aménager. Et le travail ne peut pas se faire. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi, quand je l'ai dit, je ne voulais pas dire 23, je vais dire dans le conseil municipal. Et où tout le monde, ou en groupe de travail. Nous avons choisi le principe du groupe de travail, comme toutes les commissions auxquelles nous participons tous. Nous sommes tous invités à certaines commissions. Et le travail sur le RCSC et le PCS rentre dans le cadre d'un groupe de travail. Et je te rejoins complètement, Françoise. Le CCAS, d'ailleurs, auquel tu appartiens, Félix, ce CCAS agit aussi dans le cadre du RCSC et du PCS, puisque CCAS et PCS sont liés,
puisque quand il y a des événements sur la commune, eh bien, on mobilise le CCAS pour voir quelles sont les personnes qui sont le plus en difficulté pour venir les secourir éventuellement au plus vite. Donc, à ce titre-là, en participant au CCAS, tout le monde est pleinement impliqué au travers de toutes les missions qu'il a sur tous les organes de la vie municipale. Donc, mais par contre, on présentera le CCAS quand il aura abouti. Et d'ailleurs, je crois qu'au CCAS, alors je ne sais pas qui était présent au CCAS, mais on travaille sur le plan canicule, et ce plan canicule, donc c'est à ce moment-là qu'il faut apporter sa plus-value. Et là, il est à jour. Voilà, et il sera intégré dans le PCS, puisque c'est l'une des composantes du PCS. C'est une des composantes que le PCS va aller chercher pour. Le PCS, c'est un document très complet. Autant la réserve communale, c'est un document technique, je dirais, parce qu'en fait, le bénévole, on les a déjà, grosso modo, on va en chercher d'autres, mais voilà, le bénévole, on en a quand même. Et c'est pour formaliser un petit peu, rendre officiel les choses et surtout qu'ils soient couverts. Voilà. Parce qu'on travaille pour la commune, qu'ils soient couverts. En étant un petit peu, par problème de genre de personnes, ça reste en même temps un petit peu très. Pas secret, mais enfin ce sont des listes qui sont quand même pas diffusées, qui restent vraiment internes au CCS et au conseil municipal. Ce sont des outils qu'il faut manipuler avec beaucoup de parcimonie. C'est bon? Des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens contre? Est-ce que les gens s'abstiennent? Alors, votez à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 14 concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public d'un bâtiment. Il s'agit du bâtiment actuel de l'école de musique, donc qui est au passage du Puy. Vous savez, c'est une maison d'habitation. Il s'agit de désaffecter et de déplacer ce bâtiment de façon à pouvoir le vendre. Pourquoi le vendre? Pour deux raisons. La première, c'est que nous avons engagé des travaux conséquents sur la maison des solidarités qui est juste à côté de la mairie, pour laquelle, et dans ce cadre-là, je vous invite, tant que j'y pense, le 27 juin prochain à 17h à être auprès de moi pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui sera donc qui portera le nom de Maison éco-citoyenne et culturelle. Voilà, parce que c'est un projet donc que nous avions dans les cartons, que nous avons pu réaliser sur l'année 2024 et que nous finaliserons lors de 2025, après avoir obtenu, grâce au travail qui a été mené par les services, par David, par Carolias également, qui va apporter aussi le projet, pour être très activement le directeur de notre école de musique. Donc il s'agissait pour nous de réhabiliter l'ex-maison des solidarités, pour devenir une maison éco-citoyenne et qui puisse à ce titre-là accueillir l'école de musique. Des travaux, David, tu pourrais revenir si tu veux dans quelques minutes. Donc nous avons obtenu des aides de l'État au travers de la DETR et une aide de conséquence du PETR, donc du Pôle territorial, au travers des subventions de l'Europe, puisque nous avons obtenu cette dernière 10 000 €. Donc, travaux faits. Nous allons déménager l'école de musique actuelle dans la maison éco-citoyenne et culturelle, je crois que c'est le 6 juin prochain. Et donc, ce bâtiment sera le nouveau lieu d'exercice de notre école de musique, ce qui va nous permettre de recentraliser toute l'activité de l'école de musique et d'avoir des locaux adaptés, puisque nos locaux seront insonorisés. Enfin, une partie seront quand même traités sur le plan acoustique, ce qui va mettre
l'ensemble de nos agents et des élèves dans de meilleures conditions d'apprentissage. Cela étant dit, le bâtiment actuel va donc être libéré et nous souhaitons le vendre de façon à pouvoir apporter des recettes à la commune, parce que nous n'en avons plus d'utilisation. Pour cela, il faut au préalable le désaffecter et le déclasser du domaine public pour justement le sortir du domaine public, le passer en domaine privé. Vous savez, on avait déjà fait l'exercice il y a quelques temps pour le terrain communal au niveau du dojo. Donc on le désaffecte, on le déclasse, ce qui permet de le sortir du domaine public en passant au domaine privé et de ce fait pouvoir le vendre. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste, je voudrais rappeler que ce n'est pas une information nouvelle qui sort aujourd'hui en conseil municipal, puisqu'on avait déjà parlé de notre projet de vente de ce bâtiment lors de commission des finances. Voilà, donc là, étant donné que la maison éco-citoyenne et culturelle est terminée, maintenant on va vendre ce bâtiment. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. On l'avait annoncé. Ce n'est pas d'une urgence, mais nous voulons créer l'opportunité dès qu'elle va se présenter, et donc pour cela, il faut que nous soyons libres de pouvoir vendre ce bâtiment à tout moment. Il nous aidera à préparer le budget 2026. Voilà, on commence déjà à préparer le budget 2026 au travers de cette vente pour pouvoir être dans les meilleures conditions d'anticipation et de préparation de l'année prochaine, puisque faut dès à présent penser à partir de septembre, nous penserons au budget 2026. Voilà. Est-ce que... Non? Des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Je quitte la salle, je passe la main à Francis. On ne va pas trop loin, non? Je ne vais pas trop loin. On a 30 minutes à rattraper. Je suis désolée. La prise de 30 minutes. Donc il s'agit d'un jeu d'écriture tout simplement. Nous avions affecté le règlement de la prestation de d'études dans le cadre de la DSP, contre-délégation que nous avons conclu avec Suez, d'un montant de 9 000 €. On l'avait affecté au budget d'investissement. Il s'avère que c'était pas le plus adapté. Alors il y avait une arrière-pensée évidemment dans cette opération, c'est qu'on peut bénéficier de la TVA. Donc ça ne marche pas. Et il faut donc que cette prestation soit intégrée dans le budget de fonctionnement et d'exploitation. D'où la nécessité de faire ce jeu d'écriture. Tout simplement. C'est pas très long. Je vais quand même aborder rapidement une problématique, on en a quand même beaucoup parlé concernant le réseau des eaux usées de la commune, notamment sur le secteur de Rivasso, le secteur principal de l'Arme, Fécana, où vous voyez que c'est quand même très actif et beaucoup d'engrais de terrassement qui travaillent depuis maintenant aux deux. On va être, on a envie de voir, au fur et à mesure que ces chances avancent, c'est parti pour un remplacement d'une portion, relativement simple, qui maintenant va amener à faire la masse et s'effondre. Donc voilà, c'était un peu notre crainte, et ça se produit, et on est obligé de prendre quelques dispositions financières, budgétaires, pour pallier, pour pouvoir honorer évidemment toutes ces prestations. Donc à ce sujet, on va être amené à négocier un prêt, pour l'emprunt. Actuellement, notre DGS se doit à trouver des banques qui puissent mettre en concurrence. Et
comme celui-là qui le justifie. Voilà. Juste apporter une précision. En fait, lors de ce conseil, on votera deux choses. Une ligne de trésor. Pourquoi une ligne de trésorerie? Parce qu'actuellement, on a des factures qui vont arriver à échéance, notamment pour Rivasso. Et on a de 100 000 euros sur le compte, mais on attend la participation de Suez à concurrence de 98 000 euros. Et normalement, ça va être payé. On va percevoir on a fait quelques économies quand même. Ouais, on va percevoir l'argent de Suez vers fin juin, mais on doit honorer ces facturations. Donc une ligne de trésorerie, en fait, on souhaite la prendre sur un an pour un montant de 150 000 euros à peu près. Mais tout ça sera remboursé au fur et à mesure qu'on va percevoir la participation de Suez. Voilà. Et ensuite, comme disait Francis, l'emprunt, on a voté au budget un emprunt de 50 000 euros, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ce qu'on va faire, on vous le présentera lors du prochain conseil, on va prendre un emprunt sur 30 ans de 240 000 euros avec des... maximum. Comment ça s'appelle? Maximum. Oui, au maximum, mais avec un système de droit de tirage, de cliquet, en fonction de l'avancement des travaux. Voilà. Et justement, Christophe Poulet a rencontré quand même 4 ou 5 banques. Et aujourd'hui, il y en a une qui se dégage pour la ligne de trésor et une autre qui se dégage pour l'emprunt, en sachant que les amortissements pour de l'assainissement, c'est un amortissement sur 50 ans, hein, c'est ça. Voilà. Donc tout ça, vous aurez des précisions, mais je le répète, comme j'ai dit tout à l'heure pour l'école de musique qu'on va vendre, tout ça, on en avait déjà parlé à Francis en commission finance. Et on peut reprendre le dernier conseil municipal et le PV, j'en avais déjà parlé au précédent conseil. Voilà. Donc, on pensait que ça serait le dernier conseil municipal avant les vacances, mais non, ça ne sera pas le dernier. Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord pour adopter cette liste budgétaire. Donc, qui est contre, s'abstient. Donc, merci de confiance. Je porte à connaissance, je ne suis pas, donc ça concerne aussi la fonctionnaire. Voilà, donc ça c'est sur le marché des travaux. Moi, je l'ai évoqué, c'est la première tranche, si on veut dire, de 80 000 euros. Et à cela va s'ajouter d'autres, malheureusement, d'autres dépenses qui ont fluctué à l'augmentation des flexibilités par rapport aux déboires qu'on a pu avoir sur ce réseau. Voilà. Mais je me dis une chose, c'est que quand on aura fini cette partie-là, c'est la partie commune finalement du réseau de Rivasso. Je pense qu'on pourra souffler un peu, mais voilà. Merci Francis. Sur les connaissances, oui, bien sûr, ça va tout à fait. Comme là, il n'y a rien à voter tout ça, je peux t'écouter. Je peux être dans la bière. Je n'ai pas préparé ça, c'est pour les remboursements. Ah oui. Non, mais la téléphone est bon, mais parfait. Écoutez, le reste, donc, ce sont des remboursements de frais de géomètre dans le cadre d'une vente que va réaliser la commune. Nous avons payé les frais de géomètre, mais ces frais seront remboursés dans le cadre de la vente, puisque les acheteurs nous institueront au prorata les frais de vendage. Ensuite, nous avons fait l'acquisition de mobilier pour la bibliothèque. C'est du mobilier. La ligne budgétaire avait été votée dans le budget que nous avons voté en mars 2025, donc rien de nouveau non plus. Prestation d'entretien de couverture de la maison de Cadouin, également, c'était dans le budget. Donc voilà, on a juste engagé ces travaux-là comme
il a été indiqué puis voté dans le budget de l'année. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces sujets-là, ou éventuellement des questions autres. On a quelques minutes pour échanger si vous le souhaitez. Écoutez, 20h39, nous clôturons ce conseil municipal. Merci beaucoup. Merci à tous.